Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Comment créer vos états de résultats avec Power BI ». Merci beaucoup de votre participation ce matin. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements qui sont l'atelier tableau de bord en un jour avec Power BI. Ça se déroule le 27 janvier prochain chez Microsoft à Montréal et il reste encore quelques places. On tiendra également un webinaire mercredi le 12 février prochain sur la thématique de pourquoi un cube pour vos tableaux de bord. Je vous invite à consulter la page nouvelle de notre site web pour connaître davantage ces événements et pour vous y inscrire. Je vous suggère également de vous abonner à notre page LinkedIn pour connaître nos événements à venir. Pour notre webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais indiquer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions tout simplement par clavardage. Grâce aux objectifs de ce webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez comment obtenir vos états de résultats rapidement de manière sécurisée. Vous apprendrez comment diffuser l'information financière personnalisée et vous apprendrez comment créer un état de résultat avec Power BI en voyant un exemple concret. Les présentateurs du webinaire d'aujourd'hui sont Régent Godin. Bonjour Régent. Bonjour Régent. Un instant, je vais m'assurer qu'il puisse... OK, excusez-moi. Donc, bonjour Régent. Merci André de me donner accès de dire bonjour. Désolé Régent pour ce contretemps. Non, il n'y a pas de problème. OK. Régent est associé et cofondateur de Faction A. Régent compte plus de 25 années d'expérience pertinente spécialisée en finance. Régent est très connaissant des défis et des enjeux de ce domaine. Notre deuxième présentateur est Marc-André Régimbal. Bonjour Marc-André. Bonjour Marc-André. Marc-André? Oui, Marc-André? Bonjour Marc-André? Allô Marc-André, on ne t'entend pas. Donc, je vais poursuivre. Bonjour André. Ah, OK, bonjour Marc-André. Marc-André est conseiller en solutions analytiques chez Faction A. Marc-André est impliqué dans le cycle complet de la livraison de solutions analytiques et il est détenteur de la certification Microsoft Certified Solution Associate. Sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Donc, après l'introduction, Régent abordera la situation actuelle des organisations où l'on retrouve des rapports financiers produits par de multiples chiffriers Excel. Régent poursuivra par la suite avec comment transformer vos chiffriers Excel en tableau de bord financier dynamique et interactif. Marc-André poursuivra, notre deuxième présentateur, poursuivra avec une démonstration d'un exemple concret d'utilisation des outils Microsoft, dont Power BI, afin de produire un état de résultat. Jean poursuivra avec une conclusion et je reviendrai avec la période des questions. Sur ça, je vais laisser la parole à Régent afin qu'il nous mette au parfum avec les processus de production de rapports financiers dans les organisations. Donc, je vais transférer le contrôle à Régent. Alors, Régent, à toi la parole. Bon, ben écoute, merci André. D'abord, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne année à tout le monde en 2020, à tous les participants. J'espère que vous aurez une bonne année Power BI, ou en tout cas au niveau de vos rapports. Mais pour bien commencer l'année, on va essayer de vous apprendre quelques petites affaires pour passer une belle année 2020 avec vos rapports. Regardez, généralement, on va reprendre du début.
mettons qu'on fait tout avec Excel. En fait, c'est peut-être le cas parmi plusieurs d'entre vous ce matin, c'est-à-dire qu'on fait tout déjà avec Excel. Qu'est-ce qu'on fait avec Excel? Hein? Juste pour faire un petit rappel, on prend toutes les données du grand livre, parce que là, on va faire un état des résultats. Hein, c'est bien ça, en fait. Là. On veut faire un état des résultats, puis à partir de l'état des résultats, on veut diffuser de l'information à des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les données, c'est notre grand livre. Notre grand livre, ça peut être SAP. Vous avez quelques exemples là-dedans, Microsoft Dynamics, etc., tout ça. Fait qu'on prend les données, on les met dans Excel. Fait que c'est tous les postes de grand livre généralement qu'on va mettre dans Excel. Puis après ça, ben on va les trier. On va mettre Excel. Ben là, on voit les achats, on va mettre les ventes, on va mettre les transactions financières, on va mettre les coûts de loyer, on va mettre on pourrait mettre tous les postes, tout le détail de chacun des postes. Hein, on pourrait faire ça. Puis ensuite, un coup qu'on a tout rentré nos données brutes, dans le fond, hein, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir harmoniser nos données. C'est-à-dire, bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi mon affaire, ça ne marche pas automatique. Là, on va voir, juste avant ici, on va vouloir harmoniser nos données. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai des taxes en Ontario puis des taxes au Québec, bien, je vais vouloir enlever les taxes pour que, par exemple, mes ventes soient la même chose. Ou, par exemple, j'ai des intrants au Québec puis sont différents en Ontario, ben, au niveau de la dépense, je vais vouloir harmoniser ça. Fait que donc, je vais enlever les intrants, je ne tiendrai pas compte de ça pour la chose. Fait que je vais vouloir harmoniser un peu. Fait que je vais faire ça avec Excel. Hein? Je vais tout régler ça avec Excel. Dans Excel, je vais rajouter des pages qui vont me permettre d'avoir une donnée qui est de plus en plus, on va dire, consommable à la fin. Hein? Parce qu'éventuellement, je vais pouvoir faire des rapports. Ensuite de ça, ben, je vais organiser mes données brutes que j'ai tout harmonisé, que j'ai tout arrangé. Puis là, je vais vouloir les mettre par succursale, par produit ou par géographie ou par client ou par type de dépense aussi. Pourquoi? Ben, parce que les gens vont vouloir peut-être voir les dépenses. Mettons que j'ai 1800 succursales au Canada, ben, c'est quoi ma succursale la plus rentable? Ben, à partir d'un état des résultats sommarisé ou complet, ben, je peux, dans mon grand livre, je l'ai peut-être par succursale, je vais vouloir le montrer par succursale. Fait que je vais tout classer mes données comme ça. Je vais faire ça. Un coup que je les ai toutes classées bien comme il faut, catégorisées. Bon, la prochaine étape, ben, pour les meilleurs d'entre nous, vous avez été capable de faire un Power Pivot comme ça. C'est-à-dire, vous avez mis tous vos faits, hein, vos données brutes. Si on le voit ici, on met la fact table, dans le fond, c'est la table de faits. Puis à l'entour, on va mettre les dimensions. Ben là, ici, dans le tableau, il y a une dimension date. Channel, dans le fond, ça se trouve être les succursales, ça peut être ça. Store aussi. Après ça, j'ai par produit, puis fait que je mets toutes les dimensions. Les dimensions, on peut en avoir beaucoup, hein, un modèle comme ça peut être très, très gros dans le fond. Je peux avoir un gros modèle parce que j'ai beaucoup de rapports à produire. Mais là, pour ceux qui ont déjà fait ça, vous allez trouver ça le fun parce que tantôt, on va récupérer ça avec Power BI. On va voir qu'on va pouvoir récupérer ça tantôt. Fait que donc, si on rappelle rapidement, j'ai tout classé ça dans mes chiffriers Excel. Si je suis bon, j'ai fait ça. Sinon, ben écoute, je saute tout de suite dans la production de mes rapports. Fait que là, les rapports, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais produire les rapports pour les différents individus qui s'attendent à avoir des rapports à la fin du mois. Ben là, j'ai des directeurs, j'ai des vice-présidents, j'ai peut-être des représentants, j'ai peut-être des directeurs de production, des gens à la livraison. Là, j'ai plein de rapports à produire. Puis chaque personne a le droit à, par exemple, son ensemble de données puis son ensemble d'informations. Hein. Fait que là, je vais bâtir tout ça tranquillement, pas vite, toujours avec Excel, je vais les bâtir. Puis un coup que ça, c'est tout bâti, bien, la prochaine étape, ça va être, par exemple, de mettre ça en PDF. Je vais vouloir le mettre en PDF parce que quand je l'envoie, en fait, je veux pas que les gens puissent bouger les chiffres. Je peux envoyer un chiffrier Excel, puis je peux, par exemple, le protéger. Donc, les gens ne pourront pas le manipuler. Mais il y a tout le temps moyen de prendre ça, copier-coller, puis ils vont en ranger. D'autres, ils vont ajouter des données, puis tout ça. Fait qu'ils pourraient peut-être encore le manipuler. Donc, je vais vouloir envoyer peut-être des PDF. Comme ça, c'est certain que les gens ne pourront pas manipuler les données. Que d'un mois à l'autre, ben, ils ont les mois, ils ont les données du mois précédent, ou en tout cas, peu importe la fréquence que j'ai décidé. Fait que mon point, c'est là, on va distribuer ça. Mais là, on va faire attention parce que le directeur, ah oui, un tel, lui, c'est son rapport à lui. Fait que je vais faire très attention à ce que les rapports soient distribués aux bonnes personnes parce qu'on veut distribuer les bonnes données aux bonnes personnes, dans le fond. Fait que ça va être souvent aussi, c'est juste des rapports statiques.
Hein? On ne peut pas envoyer de rapport dynamique. Généralement, on n'envoie pas de rapport dynamique quand on envoie des chiffres Excel, puis on envoie du PDF. PDF, c'est sûr que c'est pas dynamique. Excel, ça peut l'être un petit peu. Je peux comprendre que les gens peuvent jouer un petit peu avec, mais c'est pas mal plus difficile à gérer. Mais il y a moyen de le faire, mais on ne voudra pas le faire parce qu'on ne veut pas que les gens jouent avec les données, puis etc. Parce que là, quand on arrive, par exemple, dans une réunion, il y a plus d'une... On dit tout le temps, il y a plus... On passe la moitié du meeting à s'entendre sur le chiffre. Parce qu'il y en a qui ont ajouté des chiffres. Ben, moi, j'ai les ventes d'hier. Ben, moi, j'ai des coûts de tel. Moi, j'ai rajouté ces coûts-là parce que c'est plus réaliste, tout ça. Et que, avec un PDF, les gens ne pourront pas bouger ça. Fait que, bref, un coup qu'on a tous distribué nos rapports, ben, là, c'est terminé. Les gens ont leur rapport. Puis là, ce qui arrive, dans le fond, c'est que les gens nous appellent. Hein? On reçoit des téléphones, surtout quand c'est des rapports statiques. Ben, j'aimerais savoir, par exemple, les coûts, on va dire, pour Waterloo, mais Waterloo, comment se fait que ça a coûté beaucoup plus cher, par exemple, de distribution des produits? Ben là, ils vont vouloir avoir un détail supplémentaire. Ben nous, dans le grand livre, on a peut-être un détail, hein, parce qu'on reçoit des factures. On va dire, ben écoute, le transport à Waterloo a coûté ça, parce que voici tout l'ensemble des transports qu'on a utilisés, puis voici l'ensemble des marchandises qui ont été livrées. Fait que, bon, probablement qu'il n'y a pas eu une optimisation pour Waterloo ce mois-là, parce que, par exemple, les livraisons se faisaient, par exemple, en 20 livraisons. Ben là, on en a fait en 34 pour des raisons, parce que les clients voulaient avoir les marchandises plus rapidement. On va pouvoir analyser ça. Mon point, c'est qu'on a envoyé un rapport, on a reçu un téléphone. Fait que là, à ce moment-là, on donne du détail supplémentaire. Fait qu'on on a beaucoup de choses, beaucoup de réponses à donner ou des détails supplémentaires à donner. On va voir tantôt dans Power BI, quand on va faire Power BI, on aura pu à faire ça. Fait que ça, c'est idéal. On va avoir moins de téléphones, en fait. Pas qu'on n'aime pas parler aux gens, mais généralement, le moins de questions possible, surtout sur des détails qui existent déjà, ben, leur donner ça sur une base, là, sur une demande ad hoc, ben, c'est plus... c'est une perte de temps un peu, surtout si l'information est disponible, puis on pourrait la rendre disponible à l'utilisateur. Fait que dans Power BI, tantôt, là, avec Marc-André, vous allez voir qu'on va pouvoir faire ça assez facilement. Les questions vont se répondre quand même peut-être automatiques. Bon. Ceci étant dit, maintenant, au lieu de faire toute la chaîne, tout utiliser un chiffrier Excel du début à la fin, ben, on peut maintenant utiliser avec toutes les technologies Microsoft 3 technologies différentes, dont Power BI. La première, c'est par exemple Azure Data Factory. Ça, c'est ça qui harmonise les données. Quand je disais tantôt, on enlève les taxes au Québec, en Ontario, tout ça, ben, on peut automatiser ce bout-là tout le temps. Fait ça, on peut, avec Azure Data Factory, dans le fond, c'est un entrepôt de données. On va bâtir un entrepôt de données. Un entrepôt de données, en fait, c'est anciennement une base de données SQL, c'est tout simplement ça. Mais là, on est dans le cloud, fait que ça s'appelle Azure SQL Data Warehouse, puis on a aussi Azure Data Factory. Ça, Azure Data Factory, ça nous permet de mettre des règles qui vont nous permettre, des règles de transformation, en fait, pour tout harmoniser nos données d'une façon automatique. Fait que ça, c'est la première étape. Hein? On prend nos données du même système transactionnel qu'on a. On va dire, mettons, à Kumba, on prend ça, prend le grand livre, on le met dans Azure Data Factory, on harmonise ça, puis après ça, on met ça dans l'entrepôt de données, une base de données. Un coup que c'est dans la base de données, mais là, vous allez reconnaître votre pivot table que vous avez fait tantôt, bien, on va mettre le modèle par-dessus l'entrepôt de données. Puis là, dans le fond, c'est qu'on va réorganiser les données qu'on a dans notre entrepôt de données selon des dimensions, en fait, pour pouvoir éventuellement mieux questionner nos données brutes. Ça fait qu'on va faire ça. Fait que là, si vous avez fait un cube comme ça, on va le récupérer tout simplement. Puis ça s'appelle Azure Analysis Services. On va le mettre parce qu'au lieu de le mettre dans Power BI, on va le mettre dans Azure Analysis Services, ça va être plus facile à gérer. Là, j'aimerais ça que vous reteniez aussi qu'on peut tout mettre dans Power BI. Il y a des gens, ils vont dire, ben voyons donc, tu peux faire des transformations dans Power BI? Oui. Tu peux mettre ton cube dans Power BI? La réponse est oui. Puis tu peux faire aussi tes tableaux de bord dans Power BI? Tout ça, c'est oui. Sauf que Power BI a des limites. Puis, sans vouloir entrer trop dans le détail, si vous faites ça, ben, à un moment donné, vous faites juste des petits environnements informationnels, puis vous les multipliez comme ça, plutôt que de centraliser dans un entrepôt de données, ça vieillit moins bien. Mais c'est possible de le faire. Des petits environnements, pas trop de volume. En fait, c'est des façons rapides de faire les choses. Oui, on dit oui à ça, mais pas tout le temps. Fait que, bref, là, je vous montre toute la structure au complet. Fait que si on résume un peu, on a harmonisé nos données, comme on a fait dans Excel avant. Après ça, on a modélisé aussi avec Azure Analysis Services. Puis à la fin, on va tout simplement construire nos rapports.
Hein? Un coup que le modèle est fait, par-dessus le modèle, on vient installer Power BI, puis là, on fait des visuels. Puis les visuels, on va les bâtir en fonction des différents utilisateurs qu'on a. Hein? Puis là, les visuels, il y en a plein. Il y a plein de bonnes pratiques là-dedans. Nous, on les connaît, les bonnes pratiques. On pourra les partager avec vous si vous voulez. Là, pas aujourd'hui, mais dans un autre temps, si vous êtes intéressé à nous parler, ça va nous faire plaisir de le partager avec vous. Bref, on bâtit des visuels selon les utilisateurs. Puis les utilisateurs, l'avantage qu'ils ont avec Power BI, c'est que si on résume, l'extraction, l'harmonisation est beaucoup plus facile, c'est automatisé, c'est robuste, etc. Avec les tableaux croisés, puis on m'a dit qu'avec Excel, ça fonctionne, c'est plus difficile à gérer, c'est beaucoup plus lourd. Pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, il y a trop de gens qui peuvent bouger et qui peuvent toucher à ça. Tandis que si on le fait avec Power BI, c'est beaucoup plus facile. Dans le fond, c'est beaucoup plus sécuritaire de le faire, puis c'est beaucoup plus difficile d'accès. Donc, à ce moment-là, la robustesse est plus grande. Même chose pour le rafraîchissement automatique. On peut faire des rafraîchissements avec Power BI à la journée, à l'heure, selon, en fait, le rafraîchissement des données. Souvent, si on fait des résultats, c'est rare qu'on va rafraîchir ça à tous les semaines, puis à tous les jours, mais on peut facilement, c'est souvent au mensuel, selon les états financiers, dans le fond. Fait qu'une fois par mois, on va rafraîchir ça, mais mon point, c'est qu'on peut rafraîchir ça aussi plus souvent, en fait. Validation des données, ça aussi, c'est très, très facile avec Power BI. C'est beaucoup plus difficile avec Excel. Puis, même chose pour les autres, programmation des informations, etc., analyse des données. C'est très limité avec Excel, mais c'est très, très facile avec Power BI. Bref, ça, c'est pour la distribution des rapports. Hein? Ça va être facile. On voit qu'avec Power BI, la chaîne au complet de la donnée, la donnée, là, transite dans un système qui est pas mal plus robuste, plus facile aussi à gérer. Bon, puis pour la sécurité, quand on distribue nos rapports avec Excel tantôt, là, ce que je disais, c'est que faut qu'on doit faire très attention à qui on envoie les données, etc., parce qu'on va les envoyer par courriel. Hein? Mais là, il n'y aura plus de courriel. Les gens, par exemple, vont se loguer dans le système corporatif du matin, en fait, à travers un Active Directory. Actuellement, les gens, quand ils se connectent à l'entreprise, c'est un Active Directory qui vient te permettre de pouvoir avoir accès à l'entreprise. Puis un coup que tu as passé cette étape-là, tu as accès à tes rapports Power BI directement. Fait que là, les gens vont aller se connecter sur le rapport, puis ils vont voir le tableau de bord. Fait que tout passe à travers un web. Fait que, il n'y a plus de distribution de rapports. Puis ce qu'il voit, hein, celui-là, quand il arrive puis il voit son tableau de bord, c'est ses données à lui. Parce qu'on a défini des rôles. Hein? On a défini des rôles. On dit, lui, par exemple, on va dire le directeur de l'usine des îles de la Madeleine, mettons, lui, il peut voir juste ses données de production à lui ou ses données de distribution à lui. Parce qu'on a tout défini ça dans le système. Puis Power BI nous permet de faire ça de façon très, très facile. Ça, c'est extraordinaire. Même chose pour les changements de mesures, les règles d'affaires, etc. Avec Power BI, on a accès directement, on peut changer les règles d'affaires, le modèle, surtout si on a tout, comme je disais, pas distribuer, mais casser les trois éléments, c'est-à-dire l'harmonisation, la modélisation puis les tableaux de bord. Mais si on va dans Analysis Services, c'est plus facile. C'est un outil qui permet justement de changer les règles d'affaires facilement, etc. On peut le faire dans Power BI encore. Hein. Je ne veux pas que les gens pensent que Power BI ne peut pas tout combiner, mais c'est plus difficile un peu quand on met tout dans le même environnement. Bref, peu importe ce qu'on fait, c'est facile de changer les mesures puis les règles d'affaires, puis les permissions, etc. Tout ça. Fait que ça, c'est au niveau de la sécurité. Enfin, écoute, l'utilisateur, un coup qu'il a son tableau de bord, puis ce que je disais avec Excel plus tôt, il va appeler le département de comptabilité pour avoir des détails supplémentaires. Là, il n'aura pas besoin de faire ça parce qu'avec son tableau de bord, il va pouvoir, par exemple, forer dans les données. Hein, mettons, s'il voit les coûts de distribution, je reprends le même exemple que tantôt à Waterloo, si maintenant c'est 98 000, il peut cliquer sur 98 000, puis on va exploser l'ensemble des coûts de transport, puis après ça, il va aller dans le coût de transport, il peut cliquer sur le coût de transport, puis il va voir l'ensemble des transports par date, par coût, par type de transport pour Waterloo. Fait qu'il va avoir sa réponse tout de suite. En fait, ta réponse n'est pas compliquée. Je veux plus de détails pour pouvoir mieux comprendre. Le détail va être accessible avec un tableau de
de bord comme ça. Donc, parce que c'est pas statique, c'est dynamique. Puis ça, c'est à l'infini. Hein? On peut aller dans le plus fin détail, on peut agréger les données. Là, je vous fais grâce, je vous épargne là, toutes les possibilités qu'il y a pour pouvoir faire ça, mais on peut s'éviter toutes les questions en fin de mois, parce que dans le fond, un coup qu'on a donné, nous, la comptabilité, le détail le plus fin, c'est terminé. Notre job s'arrête là, on ne peut pas en donner plus d'informations. Là, ils doivent faire leur analyse avec le détail qu'on leur a donné. Des fois, le détail n'est pas disponible, je peux comprendre. Par exemple, le grand livre, il nous permet, bien, il y a juste, c'est un poste transport, on met tout dedans, puis le détail, on ne l'a pas. Bon, ben là, c'est possible qu'on ne puisse pas diminuer, mais si, par exemple, le système permet de... Avec le système, on peut aller jusqu'au plus fin détail, c'est ça mon point. Donc, puis, un coup qu'on a notre tableau de bord, on peut même éviter, on peut ne pas le consulter. On peut, par exemple, juste se mettre des seuils, puis on peut se faire, on peut mettre des alertes. C'est pas la comptabilité qui fait ça, ni l'informatique, c'est l'utilisateur. C'est très facile. Il peut se mettre une alerte, par exemple, si les coûts augmentent de 2 ou si ça diminue de 5 je vais recevoir un courriel, je vais être averti. Mais là, quand moi je suis averti, ben là, je vais aller consulter mon tableau de bord, puis je vais aller voir ce qui se passe. Fait que ça, les alertes, c'est très, très apprécié des utilisateurs, puis surtout dans le centre de comptabilité parce que, en fait, les gens, tu sais, quand on envoie un rapport, des fois, là, c'est surtout quand c'est PDF, là, des fois, ça a 10 pages, 15 pages. En fait, moi, je me suis aperçu avec le temps que les gens nous lisent plus. Ils lisent plus ça. Souvent, les gens m'appelaient, mais je disais, ben écoute, la page 12, c'est marqué en bas, regarde, c'est là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ben là, avec le tableau de bord, ça n'existe plus, ça, parce qu'il sait qu'il peut driller et peut aller voir ces choses tout de suite. Un coup qu'il a appris à manipuler le tableau de bord et à savoir comment naviguer là-dedans, là, ça va très, très bien. Là, il se met des alertes, puis il sait que quand il y a une alerte, il va voir exactement l'information dont il veut avoir plus d'explications pour pouvoir mieux gérer ces choses. Fait les alertes, c'est quelque chose c'est une fonctionnalité parmi tant d'autres dans Power BI, mais au niveau de l'utilisateur, ça, c'est très, très apprécié. Puis, c'est disponible. Fait que là, présentement, ce que je vous ai dit, dans le fond, on voit Power BI qui est au bout de la chaîne, hein, qui est en fait l'outil de présentation, mais en arrière, on a mis Azure Data Factory. Dans le meilleur des cas, on a mis Azure SQL Data Warehouse. Après ça, on a mis Azure Analysis Services. Puis enfin, tout ça, on a mis Power BI. Fait que ça, c'est une infrastructure. Ça, c'est une infrastructure robuste. Quand on a fait ça, là, on a vraiment, là, on peut. Ça vieillit très, très bien, ce genre d'environnement, d'architecture-là. Ça fonctionne bien. Puis, nous, dans le fond, là, ce qu'on peut faire, une petite pause publicitaire là, pour nos services, nous, on est des professionnels, on a de l'expertise dans toutes les technologies que j'expliquais là dans Microsoft. Hein? Fait qu'on est des consultants, dans le fond. On va chez vous. Pourquoi? Pour peut-être accélérer vos projets actuels, pour bâtir plus rapidement votre environnement. On peut vous assister. On peut carrément faire l'environnement au complet, puis après ça, vous le mettez en gestion. On est comme des comptables, des avocats, on est à l'art, on fait des projets avec vous, puis on accompagne votre équipe pour que vous avanciez plus rapidement. En tout cas, je me répète un peu, mais on peut faire aussi le projet au complet. C'est ça qu'on fait. On n'a pas de produit, on ne vend pas de package, on vend juste du service. On n'a pas de solution non plus, etc. On vend des services professionnels, des services de consultation et aussi on fait la gestion d'environnement BI. C'est-à-dire qu'on vous a bâti votre environnement à vous. Puis là, vous dites, ben moi, je ne connais pas vraiment toutes ces composantes-là. Est-ce que vous pouvez, par exemple, en type de contrat de support, maintenir l'environnement pour que ça soit tout le temps disponible et que ça fonctionne bien? En fait, en d'autres mots, quand ça va mal, est-ce que vous pourriez nous débugger et que ça fonctionne? On a ce service-là aussi. Mais après vous avoir bâti un environnement personnalisé. Puis là, ben, j'ai rajouté des choses. On peut migrer aussi. Il y a d'autres services qu'on donne. Mais ça, c'est nos services qu'on donne chez nous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, hein, on va, avec Marc-André, il va vous faire une démonstration en direct de Power BI, mais on va s'alimenter de chiffrier Excel. C'est-à-dire, en fait, c'est une solution mitoyenne. Hein, on n'utilisera pas Azure Analysis Services, puis on n'utilisera pas non plus Azure Data Factory. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme vous prenez les données de vos systèmes opérationnels, vous les mettez dans Excel. Au lieu de produire les rapports aux gens avec Excel, on va s'arrêter là, on va mettre Power BI sur vos chiffriers Excel, puis après ça, on va distribuer le rapport. Souvent, les gens vont choisir de faire ça. Ils vont dire, ben, regarde, mes chiffriers Excel, ça fonctionne, puis tout ça, pour l'instant, tout ce que je voudrais, c'est une distribution de rapports aux gens plus facile. Puis je veux leur donner la capacité de pouvoir, par exemple, forer dans les données.
Fait que ça, c'est une belle étape dans le fond. Puis après ça, les autres couches inférieures, éventuellement, pour que ça vieillisse bien, on les changera plus tard. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va mettre Power BI par-dessus un chiffrier Excel. Donc, nous, on a un petit environnement Excel qu'on a bâti. À partir de ça, on va vous montrer comment faire un tableau, un tableau Power BI. En fait, on va faire un état des résultats. C'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Marc-André qui va nous passer à travers la petite démo qu'on a aujourd'hui. Marc-André? Juste avant, Régent, je vais passer le contrôle à Marc-André et merci beaucoup pour ce bout-là. Ça a été très bien. Puis vive la démocratisation de l'information. Alors, Marc-André, à toi la parole. On voit ton écran. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu peux parler, Marc-André? Parfait. Est-ce que vous m'entendez là? Je pense que oui, hein? On t'entend bien, puis on voit ton écran aussi. Merci. Bon, formidable. Donc, je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. Merci beaucoup de participer au webinaire. Je vais prendre la balle. Comme Régent a mentionné, pour les fins de l'exercice, on va utiliser un fichier Excel. Ce fichier Excel-là est composé de 2 tables. Première table, c'est une table de transaction qu'on peut retrouver là, les numéros de compte, les magasins, les départements, les dates, puis les montants. Et puis la deuxième table de Excel, on retrouve le numéro de compte, bien sûr, et puis tous les postes et les sous-postes reliés à l'état des résultats. Puis la dernière colonne, qui est une colonne d'ordonnancement qui va être utilisée là, pour des fins de reporting. Donc, la première étape pour pouvoir créer un rapport, un état des résultats de manière dynamique, ben, il faut bien sûr importer les données. Donc, pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Accueil, cliquer sur Obtenir les données, et puis sélectionner Excel. Par la suite, il va y avoir un menu, il faut sélectionner le fichier Excel qu'on veut importer. Ce qu'il faut comprendre dans Power BI, c'est, comme Régent l'a mentionné, c'est un outil de visualisation. Power BI, lui, peut venir se connecter à différentes sources de données. Nous, pour le cas, on a utilisé un fichier Excel. Donc, lorsque j'ai sélectionné mon tableur Excel, il y a une autre page qui permet de voir le contenu qu'on veut importer. Si je sélectionne la table de compte, on peut voir un aperçu des données présentes dans l'Excel. Puis, pour pouvoir charger le fichier Excel, il faut cliquer sur « Charger ». La deuxième étape qu'on doit faire pour pouvoir créer un état des résultats, c'est créer une table de date. Je m'explique. La table de date va être utile lorsqu'on veut faire des analyses temporelles. Donc, pour pouvoir créer une table de date, il faut venir dans l'onglet « Modélisation ». Oh, il y a un petit problème, je suis désolé. On va revenir. Il faut venir dans la table de modélisation et puis sélectionner « Nouvelle table ». Et puis, dans le menu, moi, je vais venir créer ma table de date en DAX de manière dynamique en ajoutant plusieurs colonnes et puis en utilisant la fonction Calendar qui vient chercher la borne inférieure et supérieure de la table de transaction qui représente la première date de transaction et puis la dernière date de transaction. Pour pouvoir créer le calendrier de date, il faut que je vienne cliquer sur le crochet « Valider ». Et puis là, on peut voir que mon calendrier de date a été créé. La deuxième étape pour pouvoir créer un état des résultats, c'est bien sûr créer une autre table calculée. Donc, je viens toujours dans mon onglet modélisation, nouvelle table. Je vais venir coller, oups, désolé. On va recommencer. Et voilà. Et puis cette table-là, grosso modo, permet de créer la structure de l'état des résultats. Tu sais, comme on peut voir, pour une ligne spécifique, je veux retrouver le sommaire bénéfice et puis l'ordonnancement, etc. Donc, pour pouvoir créer cette structure, notre en-tête de rapport,
faut que je vienne cliquer sur le valider. Après avoir créé l'entête de rapport, puis avoir créé la table de date, il faut s'assurer d'avoir marqué notre table de date comme étant un calendrier. Pour ce faire, il faut toujours aller dans l'onglet modélisation, sélectionner marquer comme une table de date et puis resélectionner marquer comme une table de date. Power BI va demander d'identifier, de sélectionner une colonne spécifique afin de valider le calendrier de date. Donc, moi, pour l'exercice, je vais sélectionner ma colonne de date. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Power BI garantit que le calendrier, il n'y a aucun doublon dans les dates et puis que c'est bien des dates contiguës. La prochaine étape à faire, c'est de créer la relation dans le modèle. Donc, actuellement, ce qu'on peut voir que de manière intuitive, Power BI a créé une relation entre la table de compte puis la table de transaction avec les clés communes. Puis appliquer une relation 1 à plusieurs avec une direction vers la table de fait. La deuxième relation qu'on doit créer, c'est la relation entre la table de date puis la table de transaction. Donc, c'est simple, on sélectionne l'attribut de la table et puis on le met sur l'autre attribut. Puis on peut voir la cardinalité est à 1 sur l'élément dimensionnel vers plusieurs sur l'élément de la table de fait. Après avoir monté les tables nécessaires, il faut bien sûr créer des mesures. Donc, la première mesure qu'on va créer, c'est la mesure de l'excédent brut. Moi, dans mon modèle, je me suis fait une table de mesures pour venir centraliser les mesures dans mon modèle. Donc, pour créer une mesure, je sélectionne ma table de mesures. Je m'en viens dans modélisation, nouvelle mesure. Et puis, je viens copier ma formule. Puis, la mesure pour l'excédent brut, c'est simple, c'est la sommation des montants dans la table transaction pour lequel le chiffre d'affaires est affiché, moins la sommation de la table des montants de la table de transaction pour le sommaire qui est les coûts des marchandises vendues. Pour valider la mesure, il faut bien sélectionner le crochet et puis valider. Par la suite, je vais créer une deuxième mesure. J'applique toujours le même processus. Je sélectionne la table de mesure. Je m'en viens dans l'onglet modélisation et puis je clique sur nouvelle mesure. Je viens coller ma mesure. Cette mesure-là, c'est l'excédent net. En fait, ce qu'on peut voir, la distinction, c'est l'excédent brut qu'on vient de créer précédemment, moins tous les montants de la table de transaction pour lesquels il y a des frais administratifs, plus la sommation de tous les montants qui sont reliés aux frais de vente, frais d'opération, puis aux autres dépenses. Donc, je viens valider ma mesure. On va venir créer une troisième mesure pour notre état des résultats qui représente le total des frais. Puis cette mesure-là vient sommer l'ensemble des montants dans la table de transaction pour les montants, pour les comptes qui sont associés aux frais de vente, frais d'opération et frais d'administration. Je vais venir créer une avant-dernière mesure, toujours dans le même processus, sélection de la table, modélisation, nouvelle mesure. Cette mesure-là, c'est le BIR. En fait, c'est simple, c'est l'excédent brut moins le total des frais. Puis on peut voir ici que c'est la soustraction de deux mesures qu'on vient précédemment créer. Et puis la dernière mesure que j'ai besoin pour les fins de l'analyse représente les montants totaux, qui est une simple somme des montants de la table de transaction. Lorsqu'on a terminé de créer les mesures, on veut créer une matrice.
Cette matrice-là va permettre d'afficher le niveau de hiérarchie qu'on désire obtenir pour afficher l'état des résultats. Donc, pour pouvoir créer une matrice, il faut simplement venir dans l'onglet Visualisation et puis sélectionner la matrice. Et puis moi, pour les fins de l'exercice, je vais mettre mon sommaire, ma description, ainsi que mon numéro de compte en hiérarchie. Puis je vais juste m'assurer que l'ordonnancement soit bien fait. Puis là, comme on peut voir, l'ordonnancement n'est pas bien fait parce qu'on retrouve le chiffre d'affaires. Techniquement, le chiffre d'affaires vaudrait qu'il soit le premier poste. Là, on peut comprendre que l'ordonnancement est fait de manière alphabétique. Donc, pour changer l'ordonnancement, il faut sélectionner le champ qu'on veut ordonnancer et puis venir toujours dans l'onglet Modélisation, cliquer par trier par colonne. Et puis, je viens sélectionner la colonne de Sort sommaire, qui est ma colonne d'ordonnancement qu'on a établie dans le fichier Excel. Donc là, on est capable de voir l'état des résultats de manière ordonnancée. Et puis, on est capable de faire un drill down pour avoir un niveau de détail un petit peu plus fin. Puis, on peut aller jusqu'au numéro de compte pour avoir le détail par chaque poste de compte. Donc, après avoir créé ma matrice comportant mon en-tête de rapport, j'aimerais ça voir mes mesures à l'intérieur. Puis là, on peut voir que ces mesures-là, ils affichent toujours le même résultat. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Si je m'en viens dans l'onglet Modèle, la table d'en-tête de rapport, qui est une table sommarisée, on ne retrouve aucune relation entre la table d'en-tête de rapport puis la table de transaction. Puis, c'est pour ça qu'on affiche tout le temps le même résultat. Pour venir contrer cette problématique-là, je vais enlever la mesure et puis je vais venir créer une mesure qui permet d'afficher l'ensemble des mesures créées précédemment. Donc, toujours, je viens sélectionner ma table de mesure. Je m'en viens dans l'onglet Modélisation, Nouvelle mesure. Puis, je vais venir copier-coller ma mesure afin d'avoir le résultat escompté. Puis ici, de ce qu'il faut comprendre, nous, on a utilisé des variables. Ces variables-là, c'est utile pour améliorer la visibilité, la compréhension du code. Lorsqu'on veut débugger, c'est beaucoup plus simple. Bref, il y a plein d'avantages de créer des variables. Je sais que c'est un aspect quand même avancé dans le DAX, mais on vous le présente parce qu'on trouve que c'est pertinent puis c'est beaucoup plus simple à comprendre. Puis, le dernier aspect du code, c'est on a utilisé la formule switch. Switch, c'est une formule qui est utilisée lorsqu'on veut avoir plusieurs conditions à respecter. Donc, parmi d'entre vous, je suis pratiquement certain que vous avez déjà utilisé des si imbriqués avec des ou et des et. Bien, la fonction switch en DAX fait le même résultat. Puis, on décide souvent d'utiliser le switch parce que en termes de compréhension, c'est beaucoup plus compréhensible. On le sait que le paramètre d'entrée, il teste si c'est vrai, il applique la fonction. Donc, je viens valider ma formule. Et puis, je viens la mettre en valeur dans mon visuel, la matrice. Et puis là, il y a un problème. Il me dit impossible d'afficher les éléments. C'est simple. Lorsqu'on utilise cette formule-là avec le switch, le visuel de matrice crée des sous-totaux de manière automatique. Donc, moi, il faut que j'enlève cette fonctionnalité-là du visuel. Donc, pour enlever cette fonction-là, je viens sélectionner ma matrice, je m'en viens dans l'onglet Format, et puis dans la section Sous-totaux. Là, on peut voir qu'il est activé. Je l'enlève, et puis je reviens dans mon onglet de champ et je vais mettre ma formule montant rapport.
Et voilà, on voit maintenant les résultats sont affichés de manière dynamique. Et puis, ça fonctionne. Puis, on peut même drill down et avoir un niveau de détail plus fin avec les bons résultats. Là, on peut voir que pour la fin, ma mesure n'est pas formatée dans le format que je désire. Donc, pour formater une mesure, il faut cliquer sur la mesure, venir toujours dans l'onglet modélisation et puis venir cliquer sur le dollar. Pour les fins de l'exercice, moi, j'ai décidé de formater mes résultats en dollars américains. Et voilà, on a les résultats de manière formatée comme on veut. Je vous entends déjà dire, ouais, c'est beau avoir les montants actuels, Marc-André. L'état des résultats, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les analyse en fonction de l'année précédente. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais venir créer une nouvelle mesure qui va pouvoir retourner les montants reliés à chaque poste de sommaire de l'année précédente. Puis cette formule-là peut autant fonctionner à la journée qu'au mois, qu'au trimestre, qu'aux années. Puis, c'est une formule de Time Intelligence. Donc, comme on peut voir, il vient calculer le montant des rapports de l'année actuelle, puis il y soustrait une année précédente. Je viens valider la formule, puis modifier mon format. Et je viens la mettre dans les valeurs. Et puis là, on peut voir que pour l'année en cours, voici les résultats et l'année précédente, voici les résultats. Je vais créer une avant-dernière formule qui permet d'ajouter du contexte à nos états des résultats. C'est bien de voir de manière visuelle les variations. Donc, moi, ce que je viens faire pour pouvoir ajouter un aspect de clarté, je viens créer une fonction qui permet de mettre une flèche vers le haut, une flèche vers le bas en fonction des différents résultats qu'on affiche. Donc, le montant actuel versus le montant de l'année précédente, il affiche comment je pourrais dire? Il affiche une flèche. Et puis, je viens la mettre dans valeur. Et puis là, on peut voir qu'il m'affiche les flèches pour les différentes variations. Là, je vous entends déjà vous poser la question, ouais, mais il n'y a pas de couleur. Parfait. Je vais créer une dernière mesure qui va rajouter encore plus de contexte à mon état des résultats, puis qui va attribuer la couleur à la flèche en fonction des différents postes du sommaire. Toujours la même étape, sélectionne ma table de mesure, modéliser, nouvelle mesure, valider. Et puis, pour attribuer la couleur aux flèches, je viens sélectionner ma mesure flèche comparative, clic droite, mise en forme conditionnelle, et puis la couleur de la police. La mise en forme conditionnelle, en fait, c'est un peu la même mise en forme conditionnelle qu'on peut appliquer dans Excel. Donc, en fonction de la valeur du champ, je viens lui attribuer une couleur. Et puis, et voilà, on a maintenant les couleurs reliées aux variations de l'année précédente versus l'année actuelle versus l'année précédente. Et puis, de manière dynamique, si on décide de forer, ben, on a le breakdown. Ce qu'on peut créer aussi, on pourrait créer différents segments pour pouvoir analyser notre état des résultats. Donc, pour créer un segment, je viens mettre l'attribut dans le Canva et puis je sélectionne le visuel et puis je sélectionne le segment dans l'outil visualisation. Comme ça, je suis capable de
filtrer pour un département. Voici les résultats spécifiques. Puis on peut monter. Si on veut avoir l'information de manière sommaire, on est capable d'avoir en 2 clics le résultat de manière sommaire. Puis si on veut voir, si on veut analyser les coûts des marchandises vendues, on a simplement à cliquer sur la flèche du bas, sélectionner ici, et puis la matrice va venir, je vais prendre un autre. Je vais prendre les frais administratifs. En fait, on est capable de forer à même chaque poste des frais administratifs puis voir à quel endroit il y a eu des variations positives ou négatives. Le résultat final va ressembler un peu à ça. Je m'explique. Ici, on a mis des cartes visuelles qui représentent des mesures spécifiques telles que l'excédent brut de l'année précédente, l'excédent net de l'année précédente. Ici, on a acheté des segments de département. Ici, on a acheté des segments d'année. Et puis ici, on a acheté un segment de date. Donc, on peut venir chercher nos bornes inférieures, supérieures, puis on peut analyser notre état des résultats de manière spécifique. Donc, je vais redonner la parole à Régent. J'espère que j'ai été clair, puis ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite démonstration. Super, Marc-André, merci beaucoup pour avoir créé un état de résultat aussi rapidement. Donc, Régent, est-ce que tu... Ben oui, absolument. Merci, André. Écoute, en conclusion, là, à tout le monde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? La distribution des rapports sécurisés, accessibles sur le web. On en a quand même parlé beaucoup. Ça, c'est plus facile que de distribuer des rapports en Excel. Gestion de la sécurité facile, la possibilité d'avoir des alertes. Puis, on peut utiliser vos chiffriers Excel. En fait, en gros, aujourd'hui, c'est ça. Marc-André vous a montré quand même une situation où est-ce qu'on utilise des formules DAX, mais des formules DAX relativement simples. Il ne faut pas avoir peur du DAX en passant. DAX, ça ressemble beaucoup aux formules Excel qu'on qu'on utilise en fait dans des chiffriers Excel. C'est sûr que DAX est un peu plus avancé. Ça nous permet de faire des choses qui sont un peu plus avancées que par rapport à des chiffriers Excel, mais c'est pas quelque chose qui est très difficile à apprendre le DAX. On apprend ça quand même assez rapidement. Mais ce matin, aujourd'hui, ce qu'on a utilisé, c'est des formules de DAX de base assez simples à comprendre, puis tout ça, avec un petit état des résultats, puis vous donner aussi un aperçu de ce que ça peut donner rapidement. On montre ça, puis si vous avez vos chiffriers Excel, c'est sûr ça peut se faire quand même très rapidement, un état des résultats avec la distribution. En espérant que tout ça, écoutez, que vous avez appris, puis vous avez démystifié un peu Power BI, vous avez été capable aussi de mesurer le potentiel que ça pourrait avoir pour vous d'ajouter Power BI dans votre environnement pour la distribution de vos états financiers, en tout cas, tout le moins des résultats, des états des résultats sur Power BI. Donc, encore une fois, je vous remercie de vous être prêté au jeu ce matin. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, des questions, je pense que déjà, André, on en a vu quelques-unes. Effectivement, merci beaucoup, Régent. Oui, on a reçu quelques questions. On va en prendre que quelques-unes, parce que bon, il est 11h49 maintenant. Mais juste avant de passer aux questions, j'aimerais rappeler que si vous êtes intéressé à participer à nos événements, que nous tenons de façon régulière, je vous invite à consulter la page nouvelle de notre site web pour connaître davantage ces événements et pour vous inscrire.